Veuillez accueillir la présidente, Mme Cathy Wong. Bon matin à tous et à toutes. Alors, bon retour à cette séance du Conseil municipal. Aujourd'hui, on aimerait dédier la minute du silence à un individu, un grand Montréalais, qui est décédé hier matin à l'âge de 84 ans. Alors, un grand artiste, M. Vic Vogel, une légende du jazz à Montréal et que j'ai même eu la grande chance de rencontrer en lui décernant un certificat honorifique au nom de la mairesse à son domicile. Et donc, je pense que la musique l'a accompagné jusqu'à la fin. Et puis, au nom de tous les membres du conseil municipal, nous offrons nos condoléances à ses proches ainsi qu'à tous les grands mélomanes de Montréal. Alors, ce moment de silence lui est dédié. Merci beaucoup. Et Madame la mairesse, je pense que vous souhaitiez aussi... Non? Parfait. Alors, nous reprenons les travaux de la séance du conseil municipal. Nous allons démarrer avec la période de questions du public. Alors, il me fait plaisir d'accueillir M. Luc Brisson dans la salle du conseil. Bon matin, M. Brisson. Bon matin à tous. Ma question s'adresse à l'opposition, M. Pérez. Il vient de me saluer, c'est gentil. Au cours des dernières années, vous avez donné de nombreux contrats de gardiennage en sous-traitance, plus particulièrement en 2017. Vous avez éliminé les auxiliaires à la division de la sécurité. Ces travailleurs et leurs proches ont passé par toute une gamme d'émotions et plusieurs ont même souffert de détresse. Ils ont été mis à pied, réaffectés à d'autres fonctions et mis en disponibilité. Cela a contribué à un mauvais climat de travail. Question à l'opposition. Maintenant qu'on procède à des nouvelles embauches, ces nouveaux travailleurs auront une période d'apprentissage qui aurait pu être évitée avec le maintien en poste de nos cols bleus auxiliaires. Êtes-vous prêt à admettre que vous avez contribué à des coûts additionnels et à une perte d'expertise interne? Merci pour votre question. Monsieur le chef de l'opposition. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur Bisson. Merci de vous être déplacé. Je m'excuse d'emblée de vous tourner le dos. Vous savez, je comprends ce que vous nous apportez ce matin. Je comprends également la difficulté par laquelle un grand nombre d'employés de la ville de Montréal ont passé. Je me rappelle avoir eu la chance de discuter avec certains d'entre eux pendant que ces décisions avaient été effectuées et par la suite. C'est sûr que ce n'est jamais facile lorsqu'il y a un changement important qui est fait dans une administration. Maintenant, sans avoir les chiffres, sans avoir la connaissance de toutes les données à cet égard, je ne peux pas vous répondre. Ce n'est pas que je ne veux pas vous répondre, c'est que je ne peux sincèrement pas vous répondre de façon concrète et directe. Si l'administration veut partager tous les détails pour que je puisse vous donner une réponse intelligente et informée, ça me fera plaisir de pouvoir vous répondre, ou bien par écrit, ou bien suite à partage d'informations, que vous reveniez et que je vous réponde sur la place publique. Merci. Monsieur Bisson, avez-vous une deuxième question? J'ai une sous-question à la mairesse. Quelques contrats de gardiennage arrivent à échéance dans les prochains mois, dont celui de la Cour municipale. Peut-on espérer, en partenariat avec vous, un retour
de l'expertise interne avec nos cols bleus et ainsi redonner la fierté à nos travailleurs? Merci pour votre question. Monsieur Doré, à vous la parole. Oui, bonjour. On pourra toujours effectivement regarder ce qui peut être fait. Il faut comprendre que l'administration favorise nettement l'expertise interne. Il faut regarder cependant les tenants et les aboutissants de cette décision. D'autant plus que nous sommes en renégociation, en fait, en négociation de conventions collectives. Alors, ces choses-là sont sur la table. Ça me fera plaisir de regarder ce qui s'est fait. Et on regardera ça avec, bien sûr, les finances, le service de la gestion et de la planification immobilière, parce que c'est d'eux que ça relève, le gardiennage, de même que le service des ressources humaines. Merci. Merci. Merci, M. Bisson. Bonne journée. J'invite maintenant M. Joseph Coury à rentrer dans la salle du Conseil. Bonjour, M. Coury. Merci d'être des nôtres ce matin. Je sais que vous étiez là hier soir également et qu'on n'a pas pu prendre votre question. Oui, alors... non, ça fait plaisir d'être le soir et le matin avec vous autres. Bon, puis, alors, ma question est adressée à Madame la mairesse. C'est concernant le plan de carboneutralité sur lequel travaille en ce moment le Bureau de la transition écologique. Alors, c'était juste pour mieux comprendre ce plan-là qui va venir s'ajouter à plusieurs autres plans que la ville se dote, que ce soit au niveau environnemental, économique, social, etc. Quel serait le poids, le pouvoir, la force de ce plan-là par rapport à tous ces autres plans? Comment est-ce qu'on va faire face à peut-être souvent des intérêts économiques qui vont aller à l'encontre de la transition écologique? Alors vraiment, c'est d'avoir une meilleure idée du pouvoir qu'on va se doter avec ce plan de carboneutralité. Est-ce qu'on pourra vraiment implémenter ça par-dessus les autres plans, au fond, qui existent déjà? Merci pour votre question, M. Coury. La parole à Monsieur le leader de la majorité. Oui, bonjour, M. Coury. Étant donné, Mme Lavigne-Lalonde souhaitait vous répondre. Elle avait prévu votre présence. Elle avait prévu vous Il y a répondre. une panne sur la ligne orange. Elle est dans le métro en ce moment. Ça. Alors, elle me fait dire qu'elle est très intéressée à vous rencontrer dans un avenir prochain. Il y a Jérémy Waters à l'extérieur de la salle pour prendre vos coordonnées et fixer un rendez-vous dès maintenant. Okay. Et elle va discuter avec vous de ce que vous Effectivement, c'est déjà fait. En privé. Alors, voilà. D'accord, parfait, merci. Ma deuxième question peut-être adressée à M. Pérez. L'opposition était vraiment derrière la motion du budget de carbone. Alors, c'était aussi pour avoir une meilleure idée de comment s'implique ou compte s'impliquer ou la valeur ajoutée que l'opposition aimerait amener à cette transition écologique. Merci pour votre question. Monsieur Pérez. Merci, Madame la Présidente. Bon matin, bonjour, Monsieur Coury. Merci de la question. Comme vous l'avez souligné, c'est suite à une proposition que nous avions faite, qui avait été adoptée évidemment avec l'appui par l'administration. Nous, on pense que pour avoir des changements structurants, il faut revoir la façon qu'on fasse les choses. Donc, le budget carbone, si on veut qu'il soit efficace, si on veut qu'il puisse justement aller de l'avant et apporter les changements bien voulus par tout le monde, on va devoir s'assurer que c'est bien chiffré, que c'est bien présenté, bien ventilé, et comme vous le dites, il y aura des choix à faire. Alors nous, on est tout à fait ouverts à participer selon la volonté de l'administration. Évidemment, le budget en tant que tel leur revient, également le budget carbone, la façon, la méthodologie va leur revenir. Donc, pour autant qu'ils veulent notre application, nous on l'offre et ce sera un plaisir de pouvoir y participer. Merci. Merci beaucoup pour votre réponse. Bonne journée à vous. Bonne journée. J'invite maintenant M. Yunita à rentrer dans la salle du Conseil. Bon matin, M. Yunita. Bonjour, Madame. Bonjour, tout le monde. Aujourd'hui, M. Limoges, je suis venu vous demander, je vous demande pardon pour ne pas, pour ne pas vous poser les bonnes questions. J'espère qu'il y a une liste avec les questions que vous aimeriez bien répondre. Vous savez, j'ai envoyé plusieurs lettres
Je viens ici très souvent. Jamais j'ai eu des réponses. Et vous savez quoi là? Chacun de vous, vous êtes concerné par mes questions. Et personne n'a pas répondu. Même l'opposition, même l'arrondissement, même celle qui est devenue, qui a remplacé M. Coman sur l'urbanisme, elle n'a jamais pris le temps de prendre quelques moments et répondre à mes questions. Et je me demande pourquoi vous faites ça, pourquoi vous ignorez les citoyens. Je vois certains, Madame Plante surtout, quand il y a quelqu'un ici qui vient, vous amenez des éloges, vous répondez. Et tout est beau, tout est correct, et vous souriez. Mais quand on vous critique, vous tournez le dos. Vous refusez depuis longtemps, je vous pose des questions, et vous répondez jamais. Cette commission pour la période des questions, ça donnait quoi? Il y a un rapport, et dans ce rapport-là, mon nom, il n'est même pas mentionné sur la première séance que vous avez faite sur la rue P9. Merci, Pourquoi? M. Unita. Je vais laisser M. Pourquoi vous Limoges m'interrompez, répondre. madame? Vous faites encore la même chose. Je vais laisser M. Limoges vous répondre. Vous venez poser une question. Est-ce que... En fait, j'ai mentionné votre nom, mais peut-être quelqu'un d'autre voudrait répondre. M. Limoges? Mais, Madame la Présidente, je ne vois toujours pas de questions dans la minute et demie qui vient de s'écouler, alors je n'ai pas de réponse à donner à M. Yanita, malheureusement. Merci, M. Limoges. M. Unita, est-ce que vous avez une question, alors? Une belle façon d'esquiver, M. Limoges. Et vous, madame, pourquoi vous ne répondez pas à nos questions? Hier, je vous ai posé une question. Vous ne répondez pas non plus. Vous évitez. Tantôt, vous m'aviez coupé exactement quand je vous ai parlé à propos de cette commission. Quand vous aviez fermé cette séance 15 minutes après que je suis arrivé, pourtant, vous étiez là jusqu'à 4h30. Vous étiez supposé d'être là. Et là, vous n'avez pas profité de ce moment-là justement pour débattre toutes mes questions. C'était le temps idéal. On n'aurait pas eu juste 1 minute et demie. Merci pour votre question, Mme Filato. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Yanita, pour votre question et pour votre implication. Je sais qu'il y a un travail énorme qui se fait auprès de la Présidence pour revoir la période des questions, revoir tout le fonctionnement. Je peux vous garantir qu'on fait du mieux qu'on peut, autant de notre côté que de l'autre côté, pour répondre du mieux qu'on peut aux questions des citoyens. Je me permets de me lever aujourd'hui parce que hier, vous aviez posé des questions sur la sécurité publique et je peux vous garantir que quand il y a des enjeux de sécurité, dans le futur, on ne peut pas parler pour le passé, mais pour le futur, le SPVM sera toujours au rendez-vous pour assurer la sécurité de toutes les Montréalaises et de tous les Montréalais. Merci. Merci, Mme Filato. Merci, M. Unita. Bonne journée. Vous aussi. Merci. Alors, ceci conclut la période de questions du public. Nous allons démarrer la période de questions des membres du Conseil. Alors, je donne la parole à M. le chef de l'opposition. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, hier, la mairesse dévoilait les demandes de Montréal dans le cadre des élections fédérales. Dans sa liste d'épiceries, qui n'a été aucunement chiffrée par ailleurs, on retrouve une demande spécifique, une demande fameuse, celle sur les barres latérales sur les camions. Madame la Présidente, je ne comprends vraiment pas. Je croyais que la volonté de munir tous les camions des contractants de la Ville de Montréal avec des barres latérales était un engagement de cette administration. Un engagement qu'ils ont pris, ça fait moins d'1 an. Alors, nous voulons savoir pourquoi cet engagement de la mairesse se retrouve 1 an plus tard dans les demandes aux partis fédéraux. Pourquoi est-ce que la mairesse refile-t-elle au gouvernement fédéral la responsabilité de tenir un engagement qu'elle avait pris elle-même? Pourquoi est-ce qu'elle renie sa promesse à la famille de Jessica Homan ainsi que tant d'autres de Montréalais? Merci beaucoup, Monsieur le chef de l'opposition. Madame la mairesse, à vous la parole. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Tout simplement parce qu'un n'empêche pas l'autre. Le travail qui est fait à la Ville de Montréal pour notre propre flotte, on le sait, les camions qui appartiennent à la Ville de Montréal sont munis de barres latérales. Le travail qu'on fait en ce moment pour accompagner les différents fournisseurs pour équiper leurs barres, ceux qui travaillent avec nous. Mais moi, au final, ce que je souhaite, c'est que tous les camions, peu importe lesquels, est-ce que c'est des camions de des compagnies, est-ce que c'est des camions du MTQ, est-ce que c'est des camions, ça m'importe peu. Moi, ce que je souhaite,
c'est qu'on ait une volonté ferme de la part du gouvernement canadien qui en plus peut légiférer, là. C'est dans son domaine de compétence, peut décider que maintenant, tous les camions qui vont circuler au Canada, à Montréal, au Québec, à Terre-Neuve, en Alberta, peu importe, qu'il y ait des barres latérales. Alors, je ne vais certainement pas m'excuser d'en faire plus et de souhaiter qu'on ait une politique nationale ou du moins un geste très fort de la part des administrations, mais également de nos gouvernements supérieurs pour soutenir la vision zéro, pour soutenir la sécurité de tous les usagers de la route. Merci. Merci, Mme la mairesse. La parole à M. le chef de l'opposition. Je suis content d'entendre la mairesse dire que l'un n'empêche pas l'autre. Personne n'est contre à pouvoir étendre les barres latérales sur tous les camions à travers le Canada. Mais il y a une capacité d'agir pour les contractants avec la Ville de Montréal, avec les entrepreneurs de la Ville de Montréal. Et le message qui a été passé hier, c'est qu'on voulait refiler ça au fédéral, on voulait se dédouaner, vous voulez vous dédouaner. En anglais, Madame la Présidente, on appelle ça « passing the buck » pour décrire ce qu'elle a fait, Madame la mairesse. Si je comprends bien, elle reconnaît encore une fois aujourd'hui que Montréal va aller de l'avant en exigeant qu'il y aura des barres latérales. C'est pas ce que M. Parenteau il a dit hier soir pendant le débat. Alors, je pense que vous devrez vous parler entre vous et être branchés une fois pour toutes. Est-ce que, oui ou non, vous allez avoir des barres latérales par la Ville de Montréal dans les appels d'offres d'ici la fin de l'année, comme vous l'avez promis dans vos plans d'action de Vision Zéro? Merci, M. le chef de l'opposition. Madame la mairesse, à vous la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je pense qu'en fait, il y a juste vous qui entendez ça. Parce que moi, jusqu'à maintenant, je ne reçois que des messages positifs de se dire « Hey, on peut-tu arrêter de se demander les camions appartiennent à qui? » Au final, ce sont des camions qui circulent sur l'île de Montréal. Moi, ça m'est complètement égal de savoir à qui ça appartient. Moi, je veux des barres latérales sur tous les camions. Alors, c'est ce que les gens comprennent et c'est ce à quoi les gens adhèrent. Alors, au final, je vous laisse votre interprétation et ce que vous voulez bien en faire. Mais une chose que les gens ont compris hier, c'est que la mairesse est prête à défendre une vision zéro pour Montréal, mais aussi pour tout le Québec, puis pour tout le pays. Merci. Merci beaucoup, Madame la mairesse. La parole à Madame la leader de l'opposition. Bon matin. Alors, Madame la Présidente, le dimanche 8 septembre, la mairesse annonçait sur La soirée est encore jeune que son administration voulait faire de l'ancien site de l'hippodrome un quartier sans voiture. Madame la Présidente, nous avons été très surpris de cette annonce. Le dossier de l'hippodrome est lancé depuis plusieurs années maintenant et c'est la première fois que l'on entend parler d'un tel projet. Alors que le 14 août dernier, le journal Métro a interviewé la mairesse de l'arrondissement Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, et à aucun moment, Mme Sue Montgomery n'a mentionné un projet de quartier sans voiture. Au contraire, elle cherchait à avoir, et je cite, « les opinions de plein de monde pour créer une communauté très spéciale ». Alors, Madame la Présidente, notre question s'adresse à Madame la mairesse. Est-ce qu'elle peut confirmer que l'administration a l'intention de transformer le site de l'hippodrome en quartier sans voiture? Merci beaucoup, Madame la leader. Madame la mairesse. Alors, vous le savez, le site de l'hippodrome est un site auquel on tient énormément parce qu'il appartient à Montréal. Donc, on peut le développer. On a beaucoup plus de leviers. Et vous savez, juste à côté, il y a le Royal Mount. Vous savez, ce projet que votre administration n'a pas levé le petit doigt pour modifier dès le départ et avec lequel on est obligé d'essayer de rentrer la patte à dents dans le tube en ce moment. Et vous savez quoi? Moi, j'ai bien l'intention de pouvoir proposer aux Montréalais, aux Montréalaises, à quoi ressemble un vrai quartier du 21e siècle. Alors, peut-être que de l'autre côté, vous essayez de mettre une étiquette anti-voiture à tout ça, mais moi, je vais vous dire que ce qu'on va proposer et qui ira à l'OCPM, qui ira en consultation, parce que c'est ce qu'on fait, puis en plus, nous, on écoute les recommandations, on va proposer une vision d'un quartier qui, lui, s'intègre parfaitement dans une vision du 21e siècle. Et non pas dans la vieille façon de faire, il faut mettre nécessairement des routes. Et je sais que c'est dérangeant pour vous, ça vient vous chercher dans votre fond, mais je peux vous le dire, ce qu'on va proposer aux Montréalais, c'est exactement ce qui aurait dû être fait pour le Royal Mount et pour tout autre projet. Alors, je suis très fière de dire que nous présenterons une vision sur laquelle les Montréalais et les Montréalaises pourront se prononcer, mais ça va être ambitieux, ça, je peux vous le garantir. Merci, Madame la mairesse. Madame la leader de l'opposition, à vous la parole.
Alors, on est bien satisfait d'entendre que Mme la mairesse va consulter l'ensemble des Montréalais, parce que ça n'a pas été le cas en ce qui concerne Camillien-Houde, encore moins avec la situation d'Outremont et les stationnements. On en parlait hier. Alors, on pense que, évidemment... Pardon? Est-ce que vous voulez me parler, M. Croteau? Très bien. Alors, je pense qu'on se disait la dernière fois, Madame la Présidente, qu'on avait mis en place des nouvelles façons de faire sur les règles de fonctionnement. Alors, vous avez un bon exemple présentement qu'il faut appliquer la réglementation. Maintenant, ceci étant dit, est-ce que la mairesse peut nous confirmer la manière dont elle va procéder et est-ce qu'elle peut bien nous reconfirmer qu'il s'agira bien de l'OCPM et que tous les Montréalais, et non seulement les citoyens qui constituent sa base, seront consultés sur ce projet qu'elle dit va être ambitieux? Merci. Merci, Madame la leader de l'opposition. Monsieur Cadwell, à vous la parole. Madame la leader de l'opposition, je vous le confirme, il y aura une consultation en amont sur le développement du site de l'hippodrome, une consultation en amont où la Ville aura la chance de présenter sa vision, une vision qui sera ambitieuse et qui fera appel à l'ambition des citoyens, justement, pour changer le paradigme du développement de ce site-là et arrêter de penser des quartiers comme on en pensait il y a un demi-siècle, où tout est basé sur l'accès à l'automobile. Il y aura là, dans l'attractivité même de ce secteur de développement-là, une vision audacieuse d'un quartier vert, d'un écoquartier axé sur la mobilité durable. C'est un rendez-vous qu'on se donne, une consultation en amont sur le développement du site de l'hippodrome. Tous les Montréalais y seront conviés. Merci, M. Cadwell. Alors, nous allons ouvrir la période de questions à l'ensemble des membres dans 3, 2, 1. Monsieur Langevin, à vous la parole. Madame la Présidente, en 2017, l'ancienne administration avait entamé une démarche de réconciliation avec la communauté LGBTQ. Elle avait également pris l'engagement d'élaborer une politique de la diversité sexuelle et des genres à la Ville de Montréal. Dans l'opposition, notre formation politique a continué de proposer des solutions pour faire avancer la cause de la communauté LGBTQ+. Notamment, soulignons notre proposition de créer un poste de commissaire pour cette communauté à la Ville. De son côté, l'administration de Projet Montréal a promis l'an dernier, au défilé de la fierté, qu'elle comptait présenter cette politique et qu'elle le ferait d'ici l'édition de 2019 de la Parade de la fierté de Montréal. Madame la Présidente, j'ai participé au défilé de la fierté en août. J'ai parlé au groupe représentant de la communauté LGBTQ+, et toujours aucune politique à l'horizon. Est-ce que la communauté LGBTQ+, va devoir attendre encore longtemps avant que la Ville présente cette politique? Merci, M. Langevin. Madame Goulet, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Langevin, pour votre question. Écoutez, c'est une question, il n'y a pas de réconciliation à faire avec la communauté LGBTQ+. On a de très, très bonnes relations avec elle. Actuellement, nous savons que nous devons nous doter d'orientations municipales claires en la matière sur ces enjeux qui sont complexes. Il y a un sondage actuellement, il y avait un sondage cet été jusqu'au défilé de la fierté. Nous sommes et il y a eu énormément de réponses reçues d'une variété d'acteurs. Nous allons aussi en consultation très bientôt cet automne auprès de groupes de discussion de la communauté. Les invitations sont ou lancées ou en voie de l'être très prochainement. Et c'est un travail que nous allons mener avec la communauté dans les prochains mois. Alors, les orientations s'en viennent. Sur la question du commissaire, écoutez, il faut vraiment réfléchir à la création de ces postes-là. On verra à la suite des consultations si un commissaire est nécessaire, mais nous savons actuellement que les groupes sont extrêmement mobilisés déjà à l'avance. Alors, nous sommes à l'écoute et nous espérons pouvoir offrir à la population montréalaise des orientations en la matière très, très bientôt. Merci. Merci, Mme Goulet. Monsieur Langevin, votre deuxième question. Oui. Donc, ce que vous dites, c'est que ce n'est pas nécessairement dans les cartons que l'administration peut nous annoncer qu'un commissaire LGBTQ+, serait nommé dans votre politique. Et on voulait savoir aussi si cette politique va avoir un suivi annuel d'implantation. Merci, c'est tout. Merci, M. Langevin. Mme Goulet.
Présidente. Non, en effet, la question du commissaire, on va attendre les consultations pour voir si c'est vraiment une nécessité, mais on sait que le milieu est mobilisé. Et c'est ça qui est un acquis qu'on a actuellement. Et pour la question du bilan annuel, c'est évident, en toute bonne réduction de compte, qu'on allait travailler avec la communauté pour la suite. Merci. Merci beaucoup, Mme Goulet. La parole à M. Miele. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, on apprenait il y a quelque temps que, suite à un malheureux décès sur le chantier de construction de la rue Saint-Hubert et d'autres enjeux, dont l'enlèvement de cases de stationnement de 15 minutes, dont un fort taux d'inoccupation aussi de commerce sur l'artère de Saint-Hubert, que la SDC est fort préoccupée par différents enjeux. Donc, que ce soit commerciaux, mais aussi, et on n'en doute pas, la préoccupation pour tous les passants dans un chantier qui est en continu sur une section maintenant plus au sud. Ma question, Madame la Présidente, la SDC tiendra le 24 septembre prochain. La SDC de la Plaza Saint-Hubert tiendront leur assemblée générale. Est-ce que l'administration compte être présente à cette assemblée générale afin de répondre aux préoccupations des marchands, mais aussi de tous ceux qui se posent des questions quant aux différents points fort valides, que ce soit la sécurité, que ce soit les commerces et le taux d'inoccupation et aussi l'accessibilité aux lieux. Merci. Merci, M. Miele. M. Baudry, à vous la parole. Merci beaucoup, M. Miele. Écoutez, oui, effectivement, on a entendu ces préoccupations-là. J'ai été sollicité pour assister à l'AGA. J'y serai, avec grand plaisir. Merci. M. Miele. Merci, M. Miele. La parole à M. Sari. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ma question porte sur le commissaire à l'enfance et depuis le départ de M. Tommy Kolciuk. Cela fait presque 6 mois que la Ville de Montréal n'a plus de commissaire à l'enfance. Nous sommes en période de rentrée scolaire et l'administration n'a toujours pas annoncé qui lui succéderait. Pourtant, les questions de persévérance scolaire, d'alimentation, d'accès aux services de loisirs et de culture pour les enfants de tous les milieux sont des problématiques encore présentes sur l'île de Montréal. Le poste de commissaire permettait d'avoir une action structurée et sur le terrain. J'aimerais savoir, ma question, Madame la Présidente, qu'attend la Ville de Montréal pour nommer un nouveau commissaire qui assure la pérennité des grands principes de la politique de l'enfance qu'a adopté la Ville de Montréal? Merci. Merci beaucoup, M. Sari. Madame Goulet, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Merci, M. Sari, pour cette question. Effectivement, il y a eu une démission de M. Tommy Kolciuk cette année. La Ville tient à le remercier pour l'excellent travail qu'il a fait pendant 3 ans et tout son apport à la mise en œuvre de la politique de l'enfant. Il a saisi une opportunité professionnelle pour contribuer au bien-être des enfants en devenant directeur général du Club des petits déjeuners. Nous sommes effectivement en réflexion sur l'avenir du poste de commissaire. Il faut dire qu'au départ, avec la politique de l'enfant, il fallait un élan pour mobiliser les milieux. Ça a été fait. Actuellement, une conseillère occupe le poste qu'occupait M. Kolciuk afin de suivre les projets en cours. Hier, on vient d'adopter d'ailleurs 25 projets portés par 23 organismes pour 2,9 millions de dollars jusqu'en 2020. Et suite à un appel de projet, nous avons été à l'écoute du milieu pour lancer un appel de projet dans les 19 arrondissements de la ville, alors qu'auparavant, c'était sur invitation seulement auprès d'un nombre restreint d'arrondissements. Donc, au Bureau des relations gouvernementales également, il y a une expertise pour tout ce qui concerne les liens avec les commissions scolaires. De plus en plus, la Ville également s'intéresse à la question de l'urbanisme scolaire. Alors, tous ces éléments nourrissent notre réflexion pour la suite des choses. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mme Goulet. Monsieur Sari? Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame Goulet, pour votre réponse. Alors, j'ai comme question supplémentaire, j'ai juste deux volets. Le premier, si j'ai bien compris, vous avez un poste de conseiller qui est un poste professionnel, administratif, qui pourrait remplacer les tâches qu'occupait le commissaire. Mais j'ai quand même une certaine inquiétude. Quand même, le poste de commissaire va un peu
un peu plus au-delà de quelques tâches administratives que peut occuper un conseiller, parce que, prenons l'exemple, qu'il y a une commission parlementaire qui va discuter des enjeux de protection de la jeunesse dans un futur très très proche. La ville de Montréal, comme métropole du Québec, se devra évidemment d'y participer. Est-ce que ce genre de représentativité, de présence aussi, ou aussi de poids que pourrait avoir la métropole va être occupée par un conseiller? Alors, n'est-il pas le bon moment pour nommer un commissaire, ou tout simplement on peut dire que l'administration a décidé, ou elle pense tout simplement décider d'abolir ce poste de commissaire? Merci, M. Sari. Madame Goulet. Merci, Madame la Présidente. Non, nous n'avons pas pris la décision d'abolir les postes de commissaires en soi. Nous sommes en évaluation sur la question du commissaire à l'enfance. Les rôles sont comblés, les questions se diversifient, et s'il y a une commission parlementaire à Québec à laquelle notre administration désire participer, nous allons évaluer la chose et déposer des mémoires, le cas échéant, et travailler avec le Bureau des relations gouvernementales pour ce faire. L'expertise est présente à la Ville. Merci. Merci beaucoup. Alors, ceci termine la période de questions des membres du Conseil. Nous allons reprendre avec l'ordre du jour. Donc, Monsieur le leader. Madame la Présidente, si je ne me trompe pas, le bloc 2016 à 2020 est adopté. Alors, Exactement. Ça nous amène à réunir les systèmes, et je serai appuyé de mon collègue Benoît Doré, 2021 et 2022. En 2021, on approuve un projet d'addenda à la Convention de contribution financière au partenariat du quartier des spectacles. Et en 2022, on résilie le contrat octroyé à Port-Merlot pour la réalisation de travaux de peinture sur le pont de la Concorde. Et c'est adopté. En 3001, Madame la Présidente, au chapitre 30, un seul point, on accepte l'offre de service de l'arrondissement du Plateau Mont-Royal de prendre en charge la conception des travaux pour la construction de 4 saillies. Et c'est accepté. Madame la Présidente, au chapitre 41, je donne 3 avis de motion. En 4101, je donne avis de motion et dépôt d'un règlement autorisant un emprunt de 8 300 000 $ pour des travaux reliés à l'enlèvement de fils et des poteaux. En 4102, je donne avis de motion et dépôt d'un règlement abrogeant le règlement autorisant la construction et l'occupation d'un complexe résidentiel et commercial dans le quadrilatère délimité par le boulevard René-Lévesque, l'avenue de Lormier, les rues Sainte-Catherine et Partenay. Et en 4103, je donne avis de motion et dépôt d'un règlement modifiant le règlement 19026. Au chapitre 42, Madame la Présidente, je vais proposer de réunir les items 4201 à 4205. Et en 4201, c'est l'adoption d'un règlement modifiant le règlement 1654, adopté par l'ancienne ville de Montréal-Nord. En 4202, c'est l'adoption d'un règlement modifiant le règlement sur la subvention à la modification du raccordement de services électriques de certains bâtiments. En 4203, c'est l'adoption d'un règlement sur la fermeture d'une ruelle au sud-est de la rue Honoré-Vaillancourt. En 4204, c'est l'adoption d'un règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud de la 80e avenue. Et en 4205, c'est l'adoption d'un règlement du Conseil de la Ville sur la subdélégation des activités de remorquage en lien avec les opérations de déneigement au Conseil d'arrondissement. Merci beaucoup, Monsieur le leader. C'est adopté. Je vais adopter les points séparément pour des raisons que vous comprendrez dans quelques instants. En 4206, je propose l'adoption d'un règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est de la rue Forsyth. C'est adopté. 4207, c'est l'adoption d'un règlement modifiant le règlement relatif au stationnement des véhicules en libre-service. Mais il y a un amendement, Madame la Présidente, à apporter. Monsieur le greffier va en faire la distribution. C'est très technique. Et je crois que M. Pérez, vous aviez convenu avec M. Carl. Vous voulez le présenter, M. Pérez? Quand je l'ai ici. Vous allez être appuyeur de l'amendement? Parfait. Alors, M. Pérez sera l'appuyeur de l'amendement. Et je vous laisse y aller, tant qu'à faire. Ou tout le monde. Bon, Éric va le présenter. M. Caldwell va le présenter. OK. Alors, M. Caldwell. Je vais pendant qu'on le distribue, très brièvement présenter cet amendement. Effectivement, M. Pérez et moi, on en a discuté. Dans le sommaire décisionnel, il est bien spécifié que cette disposition s'adresse au territoire pour les cases tarifées, ce qu'on appelle communément les parcomètres,
pour le centre-ville, donc le territoire de Ville-Marie. Alors, dans le règlement, dans le règlement, on devait amener cette précision-là à un endroit où ce n'était pas précisé. Donc, c'est le sens de l'amendement qui est devant vous. Merci beaucoup, M. Cadwell. Alors, l'amendement est... Allez-y, M. le chef de l'opposition. Très brièvement, rien un peu en complément d'information, c'est vraiment, je dirais pas seulement une nuance, mais une correction dans la façon que le règlement original avait été rédigé. Il y avait la possibilité que la volonté ne s'exprime pas spécifiquement. Il y avait la possibilité que la capacité de permettre aux exploitants de VLS de se garer dans les espaces tarifiés, donc les espaces de parcomètre, à l'échelle de tous les arrondissements qui avaient adopté un règlement sur les VLS. Alors on vient tout simplement recentrer spécifiquement pour l'arrondissement de Ville-Marie. Merci. Merci beaucoup, M. le chef de l'opposition. Alors l'amendement est adopté. Et le point tel qu'amendé est adopté. Oh. Presque. Bon, allez-y sur le point. On avait discuté également sur... on a eu la chance de se rencontrer, moi-même et M. Caldwell, ainsi que les membres des services. Jeudi passé, j'avais justement demandé à ce qu'on puisse échanger sur ce règlement. Un des points que nous avions soulevé est effectivement l'amendement que nous venons d'adopter. Je pense qu'on est tous sur la même longueur d'onde. On voulait s'assurer que la volonté exprimée dans le sommaire décisionnel soit reflétée dans le règlement. En lisant le règlement, toutefois, il y avait, pour nous, ça avait soulevé d'autres enjeux. D'autres enjeux sur lesquels nous avons partagé. Et il y a eu, je dois dire, une ouverture de la part et de M. Caldwell, ainsi que les services qui étaient présents. Je m'explique. Ce qu'on veut faire à travers ce règlement, ce que l'administration veut faire à travers ce règlement, c'est justement de permettre aux véhicules de libre-service de se stationner dans les espaces tarifiés pour qu'ensuite, ces firmes-là puissent payer en différé. Ils puissent payer pas au moment auquel la voiture est stationnée sur l'espace, mais à un moment, à la fin du mois, sur une base mensuelle. Pour cela, on a besoin d'avoir les données, à savoir où se trouvent les véhicules, lesquels véhicules, et évidemment, pendant combien de temps. Ce n'est pas l'information que nous avons d'emblée, et donc, à travers les technologies, notamment de GPS, entre autres, des entreprises, des exploitants, on peut effectivement y avoir cette information-là. Ce que ça fait en sorte, c'est que la ville, elle va recevoir un rapport de la firme, de l'exploitant, que ce soit Car2Go, que ce soit Communauto ou autre, pour ensuite être payé selon ces données-là. Ce que ça met la ville dans une position de vulnérabilité, dans le sens qu'elle ne peut pas valider de façon indépendante l'information qui lui est donnée par cette firme. Ça veut dire que cette firme nous dit à la ville, vous savez, on a 350 véhicules qui, au cours du mois, ils ont passé X heures à un taux Y, et donc, c'est ce montant-là qu'on doit vous payer. Alors, pour nous, je pense que c'est tout à fait nécessaire de pouvoir valider de façon indépendante ces données-là, cette information-là. Un autre élément, en vertu du règlement qui avait été adopté par le conseil municipal, notamment pour les autres véhicules sans ancrage, notamment que ce soit les bicyclettes électriques ou les trottinettes électriques, dans ce règlement-là, il y avait effectivement des données très très détaillées à laquelle les entreprises demandant un permis auraient l'obligation de partager avec la ville. Ça serait afin de permettre que la ville peut l'utiliser à différents niveaux pour faire des évaluations de mobilité, ainsi que de prendre des décisions tout à fait intéressantes. Alors pour nous,
c'est une question de savoir comment est-ce qu'on va traiter de ces enjeux-là. M. Caldwell, il m'a expliqué comme quoi la Ville a l'intention de pouvoir négocier avec les firmes, éventuellement, ou bien la Ville elle-même, ou à travers Stationnement Montréal, ou l'agence qui va la remplacer, afin de contracter et avoir une entente où tous ces éléments vont être incorporés. Tous ces éléments vont être incorporés. Lorsque je lis le règlement, toutefois, je vois clairement que c'est oui à la Ville ou bien toute autre partie. Et nous, on pense qu'il devrait avoir une certaine imputabilité auprès de ce Conseil, auprès de cette enceinte. C'est dans ce contexte-là que on a pu discuter avec M. Caldwell. M. Caldwell m'explique que sur les volets des données, notamment toutes les données que nous demandons dans notre règlement, il sera demandé à travers un autre amendement qui va venir d'ici la fin de l'année. Nous, on voulait peut-être la présenter comme un amendement. On dit pourquoi pas, c'est une opportunité tant qu'on y est. M. Caldwell me dit que c'était déjà planifié, qu'on avait l'intention de le faire et qu'à travers sa propre évolution de ce dossier, on va l'exiger. Moi, ce que j'espère à cet égard, et je suis prêt évidemment donc à un certain sens renoncer de présenter cet amendement-là, la seule chose que je demanderai, et ça on n'en avait pas discuté, ça m'a venu à l'esprit par après, c'est est-ce qu'on pourrait obtenir ces informations-là de façon rétroactive. Donc, à partir de la période à laquelle que le règlement original ou que le permis avait été émis, je ne m'attends pas à une réponse aujourd'hui, c'est tout simplement quelque chose qui m'est venu par après, donc je la soumets en temps et lieu et M. Caldwell et les services pourront étudier cet aspect-là. Concernant le deuxième élément, exiger effectivement un audit externe, c'est quelque chose sur lequel nous pensons est tout à fait pertinent. J'ai un amendement, malheureusement, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas reçu les 70 copies que je devais recevoir. J'ai reçu seulement une demi-douzaine. Est-ce qu'on peut valider s'ils s'en viennent? Alors, je m'excuse de ce léger retard. C'était seulement confirmé juste au début du Conseil, comme quoi il y avait l'acceptation de la part de l'administration sur ce deuxième volet. Alors, j'attends d'ici quelques minutes, je m'en excuse profondément à cet égard-là. Je ne sais pas si M. Caldwell va prendre la balle au banc et la parole sur les enjeux que j'ai soulevés avant qu'on présente l'amendement formellement. Parfait. M. Caldwell, à vous la parole. Parfait. Donc, sur l'amendement, effectivement, on a eu des discussions, le chef de l'opposition et moi, sur cette question. Bon, ici, là, le règlement, ce qu'il vient dire, si je résume très simplement, c'est que les opérateurs de VLS, il y en a deux sur le territoire montréalais actuellement, soit Car2Go et Communauto, les véhicules en libre-service, les opérateurs pourront, avec l'agence mandataire de la Ville, qui sera l'agence de mobilité durable, c'est présentement Stationnement de Montréal, mais on sait tous qu'il y aura, l'agence de Stationnement de Montréal sera remplacée par une paramunicipale qui est l'agence de mobilité durable. Donc, pourra faire des ententes pour le paiement des tarifs de parcomètre. Présentement, notre règlement stipule qu'on doit payer à l'avance les heures au parcomètre. Là, c'est une entente où les opérateurs, avec des échanges de données, pourront payer une fois par mois l'ensemble de leur occupation de parcomètre. Donc, effectivement, dans un tel contexte, la probité des données, l'exactitude des données est un enjeu. Bien entendu, il faut que les données... Oh, je me vois à TV, je vois que ma pince est tout croche. Parfait, merci, c'est réparé. Bien entendu, excusez-moi, c'est incartable. Bien entendu, on doit avoir les bonnes données pour avoir les bons tarifs. Donc, convenons qu'on pourra... ça sera un des rôles de l'Agence de mobilité durable de s'assurer que dans ces ententes avec les opérateurs, les échanges de données soient faits selon un processus rigoureux qui respecte l'intégrité de tous. Rappelons aussi qu'en transformant cette OBNL, qui est Stationnement de Montréal, en paramunicipal, avec la création de l'agence, l'agence rentrera donc dans le périmètre
de la vérificatrice générale. Donc, il y aura, je dirais, plusieurs garde-fous, plusieurs mécanismes institutionnels qui vont nous aider à nous assurer justement que ce partage des données se fasse en toute intégrité. Je comprends, il y a un amendement, on a un accord de principe sur l'amendement, je n'ai pas lu le libellé exact encore, mais je crois que ça s'en vient, où l'amendement stipule que la Ville se réserve le droit de demander un audit externe pour valider la probité de ces données si, justement, elle en ressent le besoin, s'il y a des indicateurs qui lui permettent de croire que ce serait justifié. C'est un garde-fou de plus, c'est pour ça que nous avons un accord de principe sur cet amendement-là et que nous vous soumettrons dans quelques brefs délais, à moins que si, suite au débat, M. Pérez en fasse la lecture, ça soit suffisant, je ne sais pas. Ça prend le texte. OK. Bon. Alors, je vous rends la parole, M. le leader. Merci beaucoup, M. Cadwell. On va suspendre peut-être quelques minutes le temps que les copies papier de l'amendement arrivent. M. Limoges, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, ou à moins qu'on avance sur d'autres points? On va avancer sur d'autres points. On ne va pas suspendre la séance. Parfait. Je vais remettre le point à une phase ultérieure de notre conseil. Excellent. Et je vais réunir, appuyé de mon collègue Sylvain Ouellette, les items 4208 à 4210. En 4208, on adopte un règlement autorisant un emprunt de 5 millions de dollars afin de financer des travaux de réfection des infrastructures souterraines, de réaménagement de surface et de remplacement de la marquise du projet de réaménagement de la rue Saint-Hubert. En 4209, c'est un règlement de contrôle intérimaire relatif aux nouvelles constructions, aux agrandissements d'immeubles, aux opérations cadastrales et au morcellement de l'eau fait par aliénation. Et en 4210, c'est l'adoption d'un règlement sur le Conseil des Montréalaises, le Conseil interculturel de Montréal et le Conseil jeunesse. Merci, M. le leader. Donc, ces points sont adoptés. Le chapitre 43, Madame la Présidente, avait déjà été adopté, alors ça nous amène au chapitre 46, où je vais réunir les items 4601 à 4604. En 4601, on nomme la place Louis-Charles Routier dans l'arrondissement de Mercier-Chagrin-Maisonneuve. En 4602, on renomme la rue des Bassins la rue Basin, dans l'arrondissement du Sud-Ouest. En 4603, on la renomme des Bassins, ce qui était la rue Basin. C'est tel que c'est écrit. En 4603, on nomme le parc des Écluses de la Côte-Saint-Paul dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Et en 4604, on nomme la place Alice-Girard, la place centrale du projet 1000 Montréal, dans l'arrondissement Outremont. Merci, Monsieur le leader. Madame la leader, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Alors, sur le 4601, la place Louis-Charles Routier. Alors, le quartier, notre arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve a souvent été dépeint historiquement comme un quartier d'ouvriers. Mais aujourd'hui, c'est un autre aspect de la personnalité de l'arrondissement que l'on met de l'avant, en honorant la mémoire d'un grand entrepreneur, en la personne de Louis-Joseph Routier. Monsieur Routier s'est illustré comme président de l'entreprise Courchaine-Larose, une entreprise familiale spécialisée dans la distribution de fruits et légumes. La compagnie transporte toujours les idéaux aujourd'hui de son ancien président. Elle s'est illustrée dans le quartier en créant la plus grosse salade de fruits de l'histoire sur l'esplanade du Stade olympique encore l'année dernière. Mais surtout, ce qui rend si emblématique de son quartier, c'est que M. Routier a partagé avec le quartier le sens de la solidarité si caractéristique de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Il s'est investi dans beaucoup de causes avec des dons de fruits et légumes allant jusqu'à personnaliser même l'aide à des familles entières qui avaient des difficultés financières. Alors, M. Routier aussi est remémoré pour ses efforts dans la cause de la persévérance scolaire qui nous tient ici tous à cœur, alors qu'il a été à l'origine de la Fondation Louis-Joseph Routier qui offre des services d'aide aux devoirs et des soutiens aux parents. Alors, il a su capter l'essence de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Évidemment, l'opposition aujourd'hui partage l'enthousiasme de l'administration pour saluer son œuvre. Merci. Merci, Madame la leader. Monsieur Cadwell, à vous la parole. Point le 4601, à propos de la nomination de la place Louis-Charles Routier, ma collègue Boivin-Droit vient d'en parler avec beaucoup de justesse. D'ailleurs, je salue l'excellent travail qu'on fait en arrondissement avec les services. On a un comité de toponymie locale où Mme Boivin-Roy et moi siégeons, qui est très fonctionnel, où on a des débats très stimulants. Donc, et après, on fait remonter les dossiers ici au conseil municipal.
Un mot pour dire sur ce qu'on veut commémorer avec cette place routier, c'est l'engagement citoyen, l'engagement civique de toutes les composantes de la société autour de l'enjeu de la persévérance scolaire. Dans des quartiers comme le nôtre, les groupes communautaires, les entreprises, les parents, les clubs de loisirs, la municipalité doivent se rassembler autour de l'école primaire, autour de l'école de quartier. Et le mécène, M. Routier, a consacré sa vie à cet engagement pour aider les écoles et les jeunes à rendre leur parcours scolaire le plus pertinent et avec le plus de succès possible. Le parcours scolaire des gens du quartier, c'est un point de ralliement incroyable et on doit savoir l'honorer et c'est ce qu'on fait ici aujourd'hui. Et je m'en voudrais de ne pas terminer cette courte allocution en rappelant le formidable écusson d'une de mes écoles primaires dans Hochelaga, qui est l'école Barry, où la devise est « Délibère, avance, Hochelaga, municipalité scolaire ». Donc, on fait encore honneur à cet héritage. Merci beaucoup, M. Cadwell. Madame Thuillier, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Alors, je parlerai sur plusieurs points. En fait, il y a 4 points de toponymie aujourd'hui. On voit à quel point la toponymie est riche, à quel point on honore la mémoire de certaines personnes et du territoire aussi. Alors, je vous parlerai d'abord 46.02 et 03 dans le sud-ouest. Alors, là, on vient nommer le territoire. La rue des Bassins, qui avait déjà ce nom... mais pour des questions de sémantique, d'écriture, les gens parlaient plutôt de la rue Bazin et on avait perdu tout le sens. Alors, c'est pour ça qu'on vient corriger un peu le fait aujourd'hui en la nommant la rue des Bassins, évidemment, pour rappeler les bassins d'eau qui étaient dans Griffintown et qu'on recrée également. Et le 03, donc le parc des écluses de la Côte-Saint-Paul. Alors, le fait que l'eau soit un moteur de développement économique ait été, en fait, un moteur de développement économique. Et maintenant, l'eau est un moteur de développement social, de développement immobilier, de développement communautaire. Donc, l'eau est très importante pour cette partie de Montréal et c'est ce que nous venons rappeler aujourd'hui avec ces 2 dossiers très spécifiques. Pour le 46.04, alors on est encore ailleurs. Je prends mes notes parce que vous savez que Mme Alice Girard est née en 1907 à Waterbury dans une famille franco-américaine. Elle est la cadette d'une famille de 11 enfants et elle est la seule à être revenue s'établir avec ses parents au Québec en 1918 pour y faire des études. Donc, elle a fait des études dans différents domaines, notamment, évidemment, les sciences infirmières. Madame Alice Girard, est doyenne fondatrice de la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Elle a aussi été la première femme à être doyen de l'Université de Montréal. Donc, elle a été doyenne de la Faculté des sciences infirmières de 62 à 73. Donc, ça fait quand même un moment, c'était au 20e siècle, et il faut se souvenir de ces femmes qui ont été pionnières. Madame Girard, évidemment, a été pionnière dans le domaine des sciences infirmières, mais aussi dans l'administration hospitalière et universitaire. Et si vous ne le savez pas, ça me fait plaisir de le partager aujourd'hui avec vous. Vous savez que l'Université de Montréal a été la première faculté des sciences infirmières à offrir des maîtrises et des doctorats, donc non uniquement des bacs en sciences infirmières, mais aussi des maîtrises et des doctorats. En fait, c'est la première université francophone. Et donc, tout le monde francophone, mais aussi des langues latines, donc des pays où on parle espagnol, où on parle portugais, sont venus à Montréal pour faire des maîtrises et des doctorats en sciences infirmières. Et ça a été très important dans le développement de cette faculté. Et encore aujourd'hui, c'est la plus grande faculté des sciences infirmières dans le monde francophone. Alors, vous voyez que Mme Girard, qui était probablement méconnue de plusieurs d'entre nous jusqu'à aujourd'hui, a une renommée nationale, mais aussi internationale. Et aujourd'hui, en nommant la place centrale du projet 1000 en l'honneur de Mme Alice Girard, nous posons aussi un geste fort pour mettre en lumière la place, la contribution des femmes dans le monde universitaire. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Mme Thuillier. Alors, ces points sont adoptés. Monsieur le leader.
Madame la Présidente, cela nous amène au chapitre 50, si je ne me trompe. 51. 51 déjà. Mon Dieu, que le temps passe vite en bonne compagnie. On en prendrait plus. On en prendrait plus, hein? Alors, en 5101, ce sont des nominations aux commissions permanentes du Conseil. Ce sont les mêmes que j'ai nommées hier. Je vais les renommer. Alors, il est proposé par moi-même, appuyé par M. Benoît Doré, de nommer les personnes suivantes. M. Jocelyn Posé à titre de membre à la Commission sur l'examen des contrats en remplacement de Mme Stéphanie Boite. Mme Christine Black à titre de vice-présidente à la Commission sur l'inspecteur général en remplacement de Mme Latenzio. Et Mme Catherine Clément-Talbot à titre de membre de la Commission permanente sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs en remplacement de Mme Christine Black. Merci. C'est adopté. 5102 avait déjà été adopté, Madame la Présidente. Cela nous amène à 5103, qui sont des nominations de commissaires à l'Office de consultation publique de Montréal. Et vu la recommandation du comité exécutif en date du 4 septembre 2019 par sa résolution CE 19-1401, il est proposé par moi-même et appuyé par M. Benoît Doré de nommer pour une période de 3 ans les personnes suivantes à titre de commissaires supplémentaires à l'Office de consultation publique de Montréal. Claudia Atomé, Jean Cahouette, Daniel Casara, Éric Cardinal, Lorraine Christie, Alain Duhamel, Habib El Hagé, Jacques Internautia, Stéphanie Jérémy, Marie Lihey, Gaétan Lebeau, Suzanne Métaux, Martine Museau, Nadja Raphaël, Michel Séguin, Radouane Torkmani, et de fixer leur rémunération à 550 $ par jour pour les commissaires, à 750 $ par jour pour le commissaire désigné comme président d'une consultation, sous réserve de l'adoption, le cas échéant, de règlements adoptés en vertu de l'article 79 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec. Merci, M. Lider. C'est adopté. Et nous arrivons au chapitre 65. Et je vais On laisser va la parole. revenir. Ah En oui, fait, on va c'est vrai, revenir on au a un point avec suspens. l'amendement. On va revenir au 4207 et Exactement. M. Caldwell est prêt. Alors, on va faire la distribution de l'amendement. Donc, j'ai eu la chance de la soumettre à M. Caldwell et il y a consentement là-dessus. Donc, comme je l'ai mentionné, je vais être très bref, c'est un amendement où on ajoute au règlement la capacité de la Ville d'exiger un audit indépendant et externe sur les données qui sont soumises par les exploitants suite à l'utilisation des véhicules libre-service sur les espaces tarifés. Donc, on se réserve le droit de pouvoir valider l'information qu'ils nous donnent, qui est tout à fait véridique. Nous pensons que ça fait partie de la saine gestion. C'est appuyé par M. D'Souza ainsi que M. Caldwell, présenté par moi-même. Et je pense que tout simplement, ça protège la ville, ça fait partie des bonnes pratiques. Et puis j'aimerais souligner et remercier M. Caldwell pour sa collaboration dans ce dossier où on a pu faire avancer 2 amendements à cet égard et l'autre, ça serait quelque chose qui était déjà prévu. Donc merci et puis on pourra aller de l'avant à cet égard. Merci. Merci, Monsieur le chef de l'opposition. Donc l'amendement est adopté. Et sur le point principal, M. Caldwell. S'il n'y a pas d'autres interventions, je donnerai le droit de réplique donc sur le point tel qu'amendé, 4207. Parfait. Donc, on avait pris l'engagement qu'on ferait progresser le modèle des VLS à Montréal. Première phase, l'an passé, où avec les 3 orientations, c'est-à-dire la progression du modèle, on poursuit l'électrification, les efforts pour électrifier la flotte et on ouvre différents quartiers. L'an passé, il y a eu quelques nouveaux arrondissements, à la demande des arrondissements, où maintenant le service VLS est offert. Au centre-ville, dans l'arrondissement Ville-Marie, l'est et l'ouest de l'arrondissement ont eu des territoires ouverts à l'offre des VLS. Et maintenant, avec ce règlement, on vient permettre aux opérateurs d'avoir des ententes avec Stationnement Montréal, dans un futur rapproché, l'Agence de mobilité durable, pour faire des ententes sur l'accès aux places de parcomètres. Donc, cette progression doit continuer. Elle est importante pour ce fameux cocktail de mobilité, les alternatives qu'on offre aux Montréalais, et à tous de se retrousser les manches et faire que ce qui est permis par ce règlement se concrétise en entente.
Merci, M. Caldwell. Alors, le point tel qu'amendé est adopté. Nous sommes officiellement au chapitre 65, donc je donne la parole à Monsieur le chef de l'opposition. Merci, Madame la Présidente. Pardon. On est donc arrivé à la motion où on demande à la Ville d'exiger l'obligation du port du casque pour les cyclistes mineurs. On a eu la chance de lancer ce débat, encore une fois. C'est un débat qui a été lancé, ce n'est pas pour la première fois, ça fait plusieurs années, pour ne pas dire des décennies, à cet égard-là. Et je vais essayer de faire assez succinctement les éléments sur lesquels, les points, l'argumentaire, tout en me réservant la capacité de peut-être aller plus en détail lors de mon droit de réplique. Quelques éléments de base, je pense, sur lesquels, et j'espère sur lesquels, on pourra être tous d'accord. Premier point, je pense que tout le monde reconnaît, j'espère, d'après les données de la SAQ, de l'Institut national de santé publique, ainsi que d'autres études, qu'il y a quand même un certain nombre de commotions cérébrales qui sont au Québec, qui arrivent au Québec. On parle de, malheureusement, les commotions cérébrales et les traumatismes crâniens sont les blessures qui entraînent le plus souvent la mort ou des incapacités permanentes. On parle d'au moins 15 décès par année au Québec. On parle, dépendamment des études, de 272 et maintenant, avec d'autres éléments, 450 hospitalisations par année, et où malheureusement, 60% de ces décès-là, des 15 décès, sont suite à un accident de vélo. Au bout du compte, ce genre d'incidents, ce genre de traumatisme crânien sont responsables pour plus de 45% des décès liés au vélo. Ce sont donc les blessures les plus graves observées chez les enfants et chez les adolescents qui font du vélo et qui, par conséquent, constituent une cible importante de prévention de blessures. Lorsqu'on regarde les blessures chez les jeunes Canadiens, à travers des données, on peut constater que 4% de toutes les blessures observées des départements d'urgence au Canada et 7% de toutes les hospitalisations découlant d'une blessure non intentionnelle chez les moins de 15 ans est la 5e cause en importance d'hospitalisation chez les enfants et chez les adolescents. Elles sont également responsables 5% de tous les décès causés par une blessure non intentionnelle chez les enfants de moins de 15 ans. Cela représente de 30 à 50% des décès attribuables à un accident de vélo. Et on peut voir au Québec, à travers différentes études, par exemple, pendant la période de 2000 à 2011, il est survenu en moyenne annuellement 5 décès de cyclistes âgés de 10 à 19 ans, et résultant des blessures subies dans un accident de transport. 60% des cyclistes décédés durant cette période présentaient au moins une blessure à la tête. Tous ces éléments, et il y en a encore d'autres informations, d'autres données qui démontrent clairement qu'il y a une représentativité importante de décès causés à travers des traumatismes crâniens. Deuxième élément, j'espère sur lequel on peut être d'accord et sur lequel même l'INSPQ souligne comme quoi que les casques peuvent protéger de façon importante les gens. Ceux qui portent les casques, en effet, très bénéfiques à cet égard-là. Quelques chiffres. Dans une analyse Cochrane, on a estimé que le casque réduisait de 69% le risque de lésions cérébrales et de traumatisme crânien et 75% le risque de graves lésions cérébrales. On voit également, à travers des synthèses et des méta-analyses que de ces études, on découle qu'il diminuerait de 60% la probabilité de subir une blessure à la tête. Le casque serait un peu plus efficace pour prévenir les blessures les plus sévères, comme les blessures intracrâniennes et les fractures du crâne. Un cycliste qui ne porte pas de casque court 14 fois plus de risques que cela lui est fatal en cas d'accident. Donc, on voit vraiment à quel point qu'il y a un lien à cet égard qu'en portant le casque, on peut réduire, on peut prévenir d'importants séquelles, blessures graves. Alors, la question est à savoir, est-ce que aller de l'avant avec le port obligatoire est une solution qui est souhaitable?
Lorsqu'on regarde des exemples à travers les différentes études, notamment en Ontario, où il y a eu une législation à cet égard-là, après l'exigence du port du casque obligatoire, le pourcentage a augmenté de 20%, notamment chez les 5 à 14 ans. En Colombie-Britannique, pour les 6 à 15 ans, ça a augmenté de 26%, le pourcentage auquel ils ont commencé à porter le casque. En Nouvelle-Écosse, chez les enfants, c'est monté à 35% et les adolescents à 41%. Le port du casque est passé de 72% à 95% du port de casque en Alberta. Donc, on voit, et il y a énormément d'autres études à cet égard-là. Alors, pour nous, on voit certains éléments sur lesquels les avantages sont très clairs. Également, on peut voir qu'il y a une acceptabilité sociale sur cet enjeu-là, à travers différents sondages qui ont été effectués de façon indépendante. Au Québec, 69% des répondants pensent que le port du casque protecteur devrait être obligatoire. Chez les cyclistes, c'était 59%, chez les non-cyclistes, 77%, en moyenne 69%. 50% des cyclistes, d'après ce sondage SOM, exposés au risque le portent toujours et 80% le porteraient aussi souvent s'il devenait obligatoire. Alors, ce qu'on peut voir également, malheureusement, c'est que le taux de port de casque n'est pas aussi élevé qu'on pourrait le souhaiter. Selon l'étude commandée par la SAQ, ce sont seulement 50% des cyclistes exposés au risque qui en portent toujours et 36% des autres cyclistes. D'après une étude de statistiques au Québec, ce ne sont que 36% des 12 à 19 ans qui portent le casque. Ça, c'est pendant l'étude qui a été faite en 2013-2014. Alors, nous, on pense qu'il y a absolument une nécessité, une opportunité pour que la Ville puisse agir. Un élément important, on va parler, j'en parlais de façon plus longuement après, sur la situation de Sherbrooke, qui démontre les apports, les plus-values, les avantages. Il y a un fait également, je pense qu'on ne peut pas passer sous le silence, c'est à quel point la différence dépendamment dans quel milieu socio-économique on se trouve. Notamment, l'INSPQ dit au sujet de la situation à Sherbrooke, que je cite, « fait à noter le pourcentage de port de casque de vélo est deux fois moins élevé chez les personnes ayant un revenu faible que chez les personnes ayant un revenu élevé. » Et ça en dit long, c'est un élément très important, notamment pour les personnes à faible revenu. L'argument qu'on entend le plus souvent, c'est évidemment qu'en exigeant le port du casque, on va réduire le nombre d'usagers, on va réduire le nombre de personnes qui vont se prévaloir du transport actif. Si on regarde les études, il y a la fameuse étude australienne qui note une baisse de 5%. C'est vrai. Mais 2 ans après, le taux est revenu à ce qui était. Mais ce qui peut être plus indicateur, c'est que cette étude, elle date de 30 ans. Les mœurs ont évolué, les coûts sur les casques ont changé, c'est beaucoup plus disponible, et on soumettrait que ce n'est pas nécessairement la situation qui est applicable. Il y a d'autres études, notamment à l'Oregon, qui ont également mené une certaine baisse à cet égard. Mais lorsqu'on regarde les études canadiennes, Ontario, Alberta, on voit qu'il y a eu ce qu'on appelle une différence, une diminution qui est statistiquement insignifiante. Donc on voit vraiment qu'il n'y a pas eu de réelle réduction à travers les études. Pour nous, c'est simple. On a la capacité de pouvoir agir, nous avons la capacité de pouvoir prévenir, et je pense qu'il incombe à ce Conseil de pouvoir agir. Dernier point, je pense que la nouvelle étude du docteur Hussein Wissanji vient confirmer des éléments importants. On a parlé des études à travers d'autres provinces, on a parlé également à travers d'autres exemples. Pour la première fois, on a une étude montréalaise, québécoise, qui évalue, qui démontre que le taux de port de casque des victimes qui viennent à l'hospitalisation est de moins de 50%. On parle de 44% des adolescents, des moins de 18 ans, qui portaient un casque lorsqu'ils sont venus à l'urgence. On a une capacité à cet égard-là pour pouvoir justement
à aller de l'avant. Donc, je sais que je comprends la position de l'administration. J'espère pouvoir revoir que l'administration reverra sa position. Merci. Merci, Monsieur le chef de l'opposition. Madame Giguère, à vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur Perez, pour cette démonstration. Faudrait pas se lancer dans une guerre de chiffres, là. Je pense qu'effectivement, vous l'avez bien dit à la base, on est tous d'accord. On l'est vraiment. Le port du casque, on y croit, on en fait la promotion. On est une grande majorité ici de ceux qui se déplacent en vélo à porter le casque. On le met à nos enfants et on est absolument d'accord avec ce que nous disent les chercheurs, ce que nous dit la science, ce que nous disent les évidences. Le casque peut vraiment diminuer la gravité ou le risque d'avoir des blessures importantes à la tête en cas de collision. On est tous tout à fait d'accord qu'il faut protéger la santé de nos enfants. On veut des enfants et des adolescents qui circulent en sécurité sur nos routes. Donc là-dessus, on est vraiment d'accord. Là où on diverge, c'est dans la façon d'amener cette sécurité accrue-là pour nos enfants et nos adolescents. Pourtant, il n'y a pas très longtemps, c'était en février 2017, par la voix de votre conseiller, M. Salem, vous avez, comme administration montréalaise, défendu auprès de la SAQ, pendant que le Code de la sécurité routière était révisé, le principe de promotion, de précaution, d'encouragement du port du casque, mais non de législation, mais non de l'obligation. Et pourquoi vous avez fait ça? Bien, parce que vous vous êtes appuyé sur les données probantes qui avaient été colligées par nos services provinciaux de santé publique qui recommandaient de ne pas obliger le port du casque, mais d'en faire la promotion activement. On pourrait arrêter le débat tout de suite parce que déjà, je pourrais vous dire que nous avons consulté le partenaire principal quand vient le cas de créer des règles qui s'appliquent sur le réseau routier, le service de police de la Ville de Montréal. Et la recommandation du SPVM, c'est de ne pas obliger le port du casque pour les mineurs parce que c'est inapplicable. Donc, en général, bon, d'abord, on ne peut pas émettre des contraventions à des enfants de moins de 14 ans. Ça ne se fait juste pas. Donc, la réglementation serait inapplicable pour l'immense majorité des gens qui seraient visés par cette législation-là. On ne peut pas non plus émettre des contraventions à des adultes ou des plus vieux qui accompagneraient ces enfants-là. La preuve qu'ils sont responsables du fait que le mineur n'a pas de porte-casque est impossible à faire. Dans le cas des 16-17 ans, des plus vieux, ça devient assez difficile pour un policier de dire « celui-ci a 17 ans, ah, mais celui-ci a 18 ans, je vais le laisser aller, il n'y a pas de casque ». Ça commence à être vraiment complexe comme mise en application. La plupart des ados partent sans pièce d'identité. Et puis, en termes d'acceptabilité sociale, est-ce qu'on veut vraiment commencer à stigmatiser des jeunes en leur remettant des contraventions salées, parce que pas de casque, on le sait, c'est 128 $, en leur disant « Hi, tu n'as pas suivi cette réglementation-là, tu es puni d'une contravention assez salée », alors qu'il y a tant à faire pour améliorer notre bilan de sécurité routière pour les jeunes et pour tout le monde sur le réseau, et on voudrait donc que nos policiers s'attardent aux vrais enjeux. Donc, on pourrait s'arrêter là parce que, de toute façon, notre partenaire qu'on a consulté nous dit parfaitement inapplicable. Une réglementation comme celle-là serait, à toute fin pratique, un coup d'épée dans l'eau. Pourquoi elle est là? Alors que de la promotion, on en fait déjà. Le SPVM, avec les tandems, avec toutes sortes d'ateliers, vont dans les cours d'école, vont à la rencontre des enfants et des ados, font la promotion du port du casque, pour les bonnes raisons que vous avez évoquées. Vélo Québec, qu'on finance comme ville, avec leur programme de cyclistes avertis, vont dans les écoles, apprennent aux jeunes à circuler de façon sécuritaire dans nos rues, et ça se fait toujours avec le port du casque, qui est donc aussi mis de l'avant. La vraie sécurité de nos enfants, par quoi elle va être assurée? Est-ce que c'est en obligeant quelque chose qui va
oui, peut-être augmenter les taux de port du casque, mais vous l'avez dit vous-même, un enfant sur 2 qui a été admis, et ça c'est effectivement le docteur Wasanji qui nous l'a dit, un enfant sur 2 qui a été admis dans les urgences avec un traumatisme crânien ne portait pas de casque. Ça veut dire qu'il y en a un sur 2 qui en portait un, puis qui a quand même eu un traumatisme crânien. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est fait frapper. Il s'est fait frapper par quoi? Un automobile, dans la plupart des cas. On ne fera pas de guerre de chiffres. Étrangement, moi, les études que j'ai trouvées, que j'ai pu consulter, et que l'Institut national de sécurité publique du Québec a consulté, ils ont fait une très vaste et très lourde enquête. Ils en sont venus aux mêmes conclusions. Ben, en fait, pas à nos conclusions. Nous, on se fie à leurs conclusions d'experts, de professionnels de la santé publique, qui nous disent, si on veut vraiment prendre soin des enfants, prendre soin des ados, de tous les usagers de la route, il y a 3 choses à faire. Oui, faire la promotion du port du casque parce que c'est utile. 2, réduire le problème à la source. Et la source, c'est les volumes de véhicules à moteur qui roulent sur nos rues et la vitesse de ces véhicules-là. Et troisièmement, par l'aménagement. Changer la configuration géométrique de nos rues, de nos intersections, pour que circuler à vélo, ce ne soit pas dangereux. Séparer les cyclistes de la circulation automobile, comme on va le faire avec le réseau Express Vélo, comme on le fait dans bien d'autres cas, créer des aménagements cyclables où, quand on circule, ben, on ne se met pas en danger parce qu'on est protégé, parce qu'on a un espace dédié. C'est comme ça qu'on crée des villes où circuler en vélo, pour tout le monde, c'est sécuritaire. Et on ne veut pas venir dire aux jeunes, aux enfants, aux ados qui ont le goût de faire du vélo puis qui pourraient être découragés parce qu'on les oblige, parce qu'ils ont la peur de pogner un ticket de 130$ s'ils ne mettent pas leur casque. Bien, ta sécurité est sur tes propres épaules. On te stigmatise, toi, comme usager de la route, alors qu'on sait en passant que l'écrasante majorité des personnes qui sont admises à l'hôpital avec un traumatisme crânien, bien, ils l'ont eu à l'intérieur d'un véhicule routier. On n'ira pas dire à tout le monde, dans vos voitures, vous devez dorénavant mettre un casque, même si on est très logique sur le plan des statistiques, si on voulait vraiment diminuer le nombre de cas de traumatisme crânien dans nos hôpitaux, c'est dans les véhicules qu'il faudrait d'abord agir. Mais ça nous semble absurde. Ben oui, ça l'est certainement. C'est nos rues qu'on veut changer. Alors moi, je vous dis, comment ça se fait qu'à chaque fois, si vous avez vraiment la sécurité des enfants, des jeunes à cœur, des cyclistes, comment ça se fait que chaque fois qu'on va dans nos arrondissements ou comme ville proposer, instaurer, implanter des réaménagements qui amènent de la sécurité, vous vous y opposez? Comment ça se fait que quand on parle d'un réseau express vélo séparé de la circulation, vous émettez des réserves, vous n'êtes pas sûr que c'est une bonne idée, alors que c'est la chose à faire? Comment ça se fait qu'on ne vous a pas entendu applaudir quand l'arrondissement de Verdun a retiré du stationnement d'un côté de la rue pour faire une belle bande cyclable, protégée de la circulation? Votre conseiller Pierre Lheureux me disait encore la semaine passée comment il était ravi de voir des enfants, des familles circuler sur cette piste-là, alors qu'avant, il n'y avait jamais personne sur de Verdun. Ça marche. On le fait et on continue à le faire. Comment ça se fait qu'au plateau Mont-Royal, en ce moment, vous avez un candidat qui fait campagne en disant les mesures d'apaisement de la circulation de l'administration en place, moi, je suis contre ça. Moi, je vais défaire ça. Ce matin, je me suis envenue ici, j'ai mis mon casque. Je l'ai mis parce que hier, je suis partie en Bixi électrique, puis donc je revenais en Bixi, puis j'espérais pouvoir encore en avoir un électrique. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais c'est pas grave, ça descendait. Mais j'aurais pu pas mettre de casque et j'aurais pu le faire sans être irresponsable, sans me mettre en danger. Pourquoi? Parce qu'au plateau Mont-Royal, on a instauré depuis 10 ans des mesures assez drastiques d'apaisement de la circulation parce que le 3/4 de mon trajet a été fait sur des pistes séparées de la circulation et le reste aurait été fait dans des rues locales apaisées où non seulement par la réglementation, mais aussi par les aménagements, la vitesse est très basse. Il n'y a presque pas de véhicules. Il y a beaucoup moins de véhicules parce qu'on a empêché la circulation de transit de circuler dans nos rues locales, parce qu'on a mis une rue à sens unique
Et votre candidat fait campagne là-dessus en disant « Quelle mauvaise idée ». Mais sur cette rue qu'on a mise à sens unique-là, qui nous a permis d'avoir de la place pour faire des belles bandes cyclables protégées, sur laquelle j'ai croisé un paquet d'enfants avec leurs parents, des ados tout seuls, bien, on est en sécurité. Puis si vous me parlez des quartiers, des jeunes de milieux défavorisés qui mettent moins de casques, moi je vous dirais... En conclusion. Et si on commençait par leur donner un beau réseau cyclable, et si on commençait par aller développer dans vos arrondissements plus périphériques, où souvent on a ces familles-là plus défavorisées, à leur donner, comme on a fait dans nos quartiers centraux, un bel aménagement cyclable, des rues apaisées, mais là, on commencerait à être sérieux quand on parle de sécurité des enfants. Merci beaucoup, Mme Giguère. Merci beaucoup, Mme Giguère. Monsieur le chef de l'opposition. Oui. Comme il n'y a pas de réponse, je pensais qu'elle était adoptée, mais bref. En droit de réplique. Allez-y. Merci, Madame Giguère, pour ce plaidoyer où vous avez soulevé plusieurs éléments. Je suis content d'entendre qu'on peut être d'accord sur plusieurs constats. Sur constats, on est tous d'accord. Je ne vais pas commencer à traiter de chacun des éléments. Je ne vais pas commencer à pouvoir satisfaire, rentrer dans le détail sur chaque énoncé, mais je vais vraiment m'attaquer sur certains éléments que vous avez soulignés. D'abord, sur la position du SPVM, sur le fait qu'ils disent que c'est inapplicable. C'est possible qu'ils vous l'ont dit. Moi, je pense qu'à la fin de la journée, oui, on leur demande leur point de vue, ils ont une expertise, une connaissance, mais s'il y a une volonté de la part de l'orientation de l'administration, c'est quelque chose sur lequel, si on leur demande de faire quelque chose, ils vont trouver une façon de pouvoir le faire. Mais plus que ça, je pense qu'il faut aussi voir que, et vous l'avez souligné, on est d'accord, et notre motion y fait référence, personne ne dit qu'on va commencer à donner des contraventions en masse aux enfants. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de continuer dans la veine d'avoir des programmes d'éducation, de sensibilisation. Ce sont des éléments qui sont intégrés à la motion, qui font partie de cette vision de comment aller de l'avant. C'est ce qui a été fait à Sherbrooke. Et on dit qu'aller même plus loin, pour pallier à la problématique des milieux défavorisés, d'envisager un programme, justement, pour pouvoir donner des casques pour ceux qui sont en milieu défavorisé. Et je pense que, de la même façon que l'administration, elle veut pouvoir légiférer sur certains enjeux, notamment en mobilité, qui a été déposé récemment, il y a une capacité d'avoir une période de probation pour faire évoluer les enjeux à cet égard-là. Vous le dites, vous le savez, il y a une évolution à travers une plus grande part de transport actif. C'est dans cette mouvance qu'on veut aller le faire. L'NSPQ, jusqu'à 2016, elle avait une position totalement différente. Et ce que j'entends, c'est que les données ne l'indiquent pas. Alors moi, je vais être intéressé à savoir qu'une fois que l'NSPQ aura analysé l'étude de Dr Wisanji, si jamais l'NSPQ ravise sa position, d'après ce que j'ai compris, l'administration serait prête à changer sa position, parce qu'elle se fie à l'NSPQ. Donc si l'NSPQ change de position, pour être conséquent, je pense que je m'attendrai à éventuellement à ce que l'administration change de position à cet égard-là. Mais ce qui a été un peu troublant, c'est quand vous avez entendu Mme Giguère, Mme la Présidente, quand j'ai entendu Mme Giguère dire que il y avait quand même 1 sur 2 qui avait un traumatisme crânien avec un casque. Donc, quel est vraiment l'apport? Je m'excuse. Sur ça, la science est claire. Le nombre de réductions d'impact qu'il y aurait eu s'il n'y avait pas ce 44%, il serait beaucoup plus énorme. Il y aurait beaucoup plus de décès, beaucoup plus de traumatismes et d'accidents. L'autre chose, c'est qu'il y a 8 provinces sur 10 qui ont des lois et ça fonctionne. Sherbrooke a un exemple québécois qui démontre que ça fonctionne.
Donc, oui, on peut aller de l'avant avec des changements de géométrie. On est prêt à vous appuyer. Peut-être on n'est pas au même niveau que vous, peut-être on veut aller un peu plus lentement, peut-être on veut un peu plus de détails, on veut peut-être un plan d'affaires, on veut des données probantes avant de lancer tout ce qu'il y a à faire. Mais je pense que oui, un n'empêche pas l'autre. On a des vélorues qui ont été adoptés, qui ont été présentés par notre administration. Il y a une augmentation du réseau de pistes cyclables. Alors, moi, je pense que l'un n'exclut pas l'autre. Et si, effectivement, on a la capacité d'agir avec des données probantes, si on veut vraiment pouvoir protéger nos enfants, notamment ceux qui sont en milieu défavorisé, ben cette enceinte va prendre la responsabilité, le pouvoir qu'elle a, la responsabilité pour justement aller de l'avant et décider d'avoir un règlement qui va exiger le port de casque pour les mineurs. C'est dans l'intérêt de tous les Montréalais et j'invite cette enceinte à en voter en faveur. Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame Giguère, c'était le droit de réplique? C'était le droit de réplique de Monsieur le chef de l'opposition. C'était son droit de réplique, je suis désolée. Alors, Monsieur le leader. La présidente, nous allons demander, appuyé de ma collègue Émilie Tullier, un vote à main levée sur cette motion. Merci beaucoup. Madame la leader. Nous allons demander un vote nominal, appuyé de mon collègue Maître Pérez. Merci beaucoup. Alors, on va faire sonner les cloches et ouvrir les portes pour le vote nominal. Merci beaucoup. On va éteindre les cloches et fermer les portes. Donc, je vous rappelle l'importance de garder le silence pendant le vote. Et on vote sur la motion 65.01, motion de l'opposition officielle demandant l'obligation du port du casque pour les cyclistes mineurs. Monsieur le greffier. Madame la mairesse, Monsieur Doré, Madame Popéanou, Monsieur Ouellet, Madame Goulet, Monsieur Caldwell, Madame Lavigne-Lalonde, Monsieur Baudry, Madame Filato, Monsieur Croteau, Madame Tuillier, Monsieur Parenteau, Monsieur Parizeau, Monsieur Limoges, Madame Moserolles, Monsieur Sauvé, Madame Miron, Madame Giguère, Madame Parent, Monsieur Norris, Madame Bourgeois, Monsieur Marinacci, Madame Bodanovic, Monsieur Dessart-Blais, Madame Montgomery, Monsieur Ryan, Madame Sigouin, Madame Gosselin, Madame Watt, Monsieur Tomlinson, Monsieur Normand, Monsieur Downey, Monsieur McQueen, Monsieur Arsenault, Madame Rouleau, Monsieur Posé, Monsieur Pérez, Madame Boivin-Roy, Monsieur Miellé, Madame Black, Monsieur De Souza, Monsieur Sari, Madame Gianou, Monsieur Salem, Monsieur Bays, Madame Latenzio, Madame De Ross, Monsieur Corville, Monsieur Langevin, Madame Rossi, Madame Descaries, Monsieur Perry, Madame Clément Talbot, Monsieur Gay, Monsieur Bissonnette, Madame Barbe, Monsieur Deschamps, Madame Zarac, Monsieur Miranda, Madame Hainaut, Madame Fumagalli,
M. Rapana, M. Rotran. Pour 24, contre 34, la motion est rejetée. Et nous allons ouvrir les portes.